Europe 1, 7h15, Maxime Switek. Le kiosque d'Europe 1, voici toute l'équipe. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant sa télé encore et toujours. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Maxime. Et on commence comme chaque matin par vos journaux nationaux. Tous ou presque font leur une sur la liste des candidats aux législatives dévoilées hier par En Marche. Qui sont les candidats de Macron, titre Le Parisien. Le Figaro résume la situation. Législative, face à Macron, la droite résiste. Bayrou se cabre. Libé nous emmène au cœur de la machine Macron avec une enquête notamment sur les donateurs qui ont financé son parti. Je voulais aussi vous signaler ce matin le dessin de CAC en une de l'Opinion. On y voit François Hollande qui dit à Emmanuel Macron: bien entendu, je te laisse mes véhicules de fonction. Et devant les deux hommes, vous avez un pédalo et un scooter. Une sorte de résumé du quinquennat. Le Figaro Écho ajoute un dossier auquel devra s'attaquer le nouveau président. Il ne s'y attendait peut-être pas. Macron devra rénover le palais de l'Élysée. En fait, le journal revient sur le rapport rendu par la Cour des comptes sur la gestion de la présidence. Et on apprend donc que François Hollande n'a pas dépensé l'an dernier tout le budget qui lui était alloué. Il a même rendu 10 millions d'euros. Effort louable sans doute, sauf que la Cour fait remarquer que cet argent, il devait servir à rénover l'Élysée. Les travaux prévus n'ont pas été faits, or les lieux sont en train de se dégrader. La Cour des comptes relève par ailleurs que c'est toujours aussi compliqué de pister le mobilier du palais. Plus de 300 objets, des meubles notamment, ont été perdus de longue date, c'est-à-dire depuis au moins 10 ans. C'est dingue. Volé alors. Volé, oui, ou pas rendu. Ou perdu opportunément peut-être. Une petite commode par-ci par-là. Un mot de La Croix qui publie ce matin un numéro spécial qui pourrait servir de feuille de route au président Macron. Réparer la France, c'est le titre à la une, avec une série de priorités qui sont déclinées tout au long des pages. Réconcilier, rassembler, dialoguer, aimer. Des mots évidemment qui font chaud au cœur, mais qui sont à des années-lumière de ce que vivent en ce moment les 277 salariés de GMS, usine de la Creuse, sous-traitant automobile. Les GMS sont à bout de nerfs, titre l'Humanité, et ils font aussi ce matin la une de la presse régionale Marion Calais. Oui, la situation devient explosive, titre Le Populaire du Centre. 2 machines détruites et une usine piégée donc pour dénoncer la liquidation de l'entreprise. À la une de la Provence, presque du Pagnol, Mélenchon et la bouillabaisse marseillaise. Référence à la dernière sortie de son adversaire dans la 4e circonscription, Patrick Mennucci, exactement, qui promet au leader de la France insoumise qu'il repartira à Paris et que sa bouillabaisse, il se la mangera tout seul. Et bon appétit. Les dernières nouvelles d'Alsace de leur côté jubilent. C'est la fierté retrouvée du Racing, 9 ans après avoir quitté la Ligue 1. Le club de Strasbourg peut retrouver l'élite. Match déterminant à Niort ce soir. Et on en connaît certains à la rédaction qui attendent ça avec impatience, n'est-ce pas Mathieu Bock? On le salue. L'histoire du jour nous emmène à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise et vous l'avez trouvé dans les pages du Parisien. Oui, dans cette commune de 13 000 habitants, le maire Les Républicains vient de jouer une carte inédite dans la lutte contre l'alcoolisme sur la voie publique, celle du RSA, frappé au porte-monnaie, ce qui perturbe la vie de son centre-ville. Certains administrés, explique l'élu, sont venus lui dire, je cite, qu'ils en ont marre de payer des impôts pour ces indésirables ivrognes. Un premier bénéficiaire du RSA vient donc de voir son allocation suspendue de 80% pour 3 mois. Dans la lettre de signalement du maire au conseil départemental, l'intéressé se voit reprocher d'attendre chaque début de mois le RSA pour l'engloutir sous forme d'alcool sur la voie publique. La gêne occasionnée par ces beuveries est aussi dénoncée. 49 mains courantes déposées. Au final, c'est le non-respect des obligations en matière d'insertion, recherche d'emploi notamment, qui a été retenu par les autorités. Un deuxième cas sera examiné le mois prochain, assure Le Parisien, mais déjà le représentant local du Secours populaire s'indigne, considérant que ce n'est pas au maire de dire comment une personne doit agir ou gérer son argent. Et c'est donc à lire aujourd'hui dans Le Parisien. Merci Marion. On va regarder ensemble la presse internationale et ce matin, plus précisément les presses irlandaises et britanniques qui se font l'écho de la découverte dans la forêt de Bord, dans l'Eure, donc en France, du corps d'un ancien militant de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Oui, il s'appelle Seamus Ruddy, militant nationaliste proche de l'IRA et prof à Paris dans une école privée dans les années 80. En mai 85, il avait été enlevé, tué puis enterré quelque part en France. Un règlement de compte interne, comme il y en a eu beaucoup au sein de cette mouvance qui avait choisi la terreur entre les années 60 et 90 pour s'opposer à la présence britannique en Irlande du Nord. Seamus Ruddy avait 32 ans quand il a été assassiné en 85 et les tests ADN ont prouvé mercredi que les ossements
vêtements retrouvés près de Pont de l'Arche étaient bien les siens. Le quotidien Irish Times nous apprend qu'il sera enterré dans les jours qui viennent chez lui, en Irlande du Nord, dans le caveau familial avec ses parents. Son nom figure déjà sur la pierre tombale. Sophie, c'était il y a 32 ans. Comment est-ce que les enquêteurs ont su où chercher ? Alors, en 99, après les accords du Vendredi Saint, les accords de paix, une commission d'experts a été créée pour rechercher 16 personnes identifiées comme victimes internes à l'IRA. Les disparus, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas. Le principe de cette commission indépendante, c'est que ceux qui lui donnent des informations ne sont pas poursuivis, leurs noms ne sont pas transmis à la police. Les appels à témoins de l'Église ou des familles de disparus sont fréquents ces dernières années et ça marche. Rudy est le 13e sur 16 victimes à avoir été retrouvé. Et est-ce qu'on sait pourquoi il a été tué et ce qui s'est passé ? Alors, grâce aux articles des sites de la BBC et du Guardian, on comprend que Rudy a été victime des luttes internes entre différentes factions paramilitaires et politiques au sein de l'IRA, notamment pour contrôler le trafic d'armes organisé depuis l'étranger. Il y avait des caches en France et c'est pour retrouver ces dépôts d'armes qu'un groupe d'activistes a torturé puis tué Seamus Rudy. C'est comme dans un roman d'espionnage. D'anciens du groupe seraient revenus en France jusqu'à l'an dernier pour essayer de se souvenir et pour repérer l'endroit précis en forêt où le corps avait été enterré. Ils ont transmis les infos à la commission qui a guidé les gendarmes français et les pelleteuses et la 4e fouille la semaine dernière était la bonne. Et si je compte bien, il reste donc encore 3 disparus. Vous comptez bien. Dont les corps n'ont pas été retrouvés. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. À la télé, ce week-end, c'est avec vous Eva Rock. Ce sera dimanche soir sur France 5, un documentaire à 20h50 et ça s'appelle Jour de sacre à l'Élysée. Et oui, parce que dimanche aura lieu la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Alors, c'est une journée qui est très codifiée et ce documentaire va vous raconter le protocole depuis 1959, la grande histoire de la Ve République rythmée par les petites histoires, quand De Gaulle par exemple s'installe en ce premier jour dans les appartements de l'Élysée. Le général demande qu'on y installe immédiatement un compteur électrique. Il tient à payer de sa poche ses factures d'électricité ainsi que tous ses frais personnels. Ses successeurs ne l'imiteront pas. Voilà, alors, pendant la journée, il faut s'interroger sur c'est quoi le fameux code nucléaire. Alors François Hollande, il a répondu hier, il a dit qu'il y avait beaucoup de fantasmes et qu'en réalité on ne se transmettait pas le code nucléaire le jour de la passation de pouvoir. Et c'est un général qui va vous expliquer exactement ce qui se passe au moment de l'entretien. Est-ce que les familles sont les bienvenues? Est-ce qu'il faut raccompagner le sortant jusqu'à sa voiture? Ou est-ce qu'il faut le saluer? Est-ce qu'il faut le saluer une dernière fois à l'entrée du palais? En fait, c'est le parfait manuel du savoir-faire et savoir-vivre en ce jour si particulier, pourvu qu'Emmanuel Macron ait accès à ce documentaire avant le début de la cérémonie. La journée se termine souvent avec un geste symbolique comme François Mitterrand au Panthéon. Et ce jour-là, c'est Serge Moiti qui filme la scène avec un premier souci, comment ne pas se perdre dans le labyrinthe du Panthéon. Je trouve des jeunes socialos et je leur mets des pulls noirs et on les cache derrière les colonnes. Et chaque fois qu'ils sont censés voir passer Mitterrand devant eux, parce que Mitterrand, il ne sait pas où est le truc de Jaurès, le truc de Schoetcher, le truc de ça. Alors, ils font des petits signes à Mitterrand. Sauf que tout à coup, c'est le drame, parce qu'à la sortie de la crypte, plus de Mitterrand à l'écran, Moiti a perdu le président, même les cadreurs ne savent pas où il est. Ils balayent leur champ, il n'y a plus de Mitterrand. Et là a commencé une espèce de folie, dans le car régie où j'étais. Il y a d'abord Defer qui est derrière moi, qui est nouveau ministre de l'Intérieur depuis le matin, qui m'a dit « Retrouve-le ». Il me prend comme ça. Retrouve-le. Alors, c'est un documentaire qui est nourri d'archives, de témoignages, qui est signé Patrice Duhamel, dont vous avez reconnu la voix au début, Jacques Santamaria et Christian Huleux, et c'est fascinant et passionnant. Merci à toutes les trois, c'était le kiosque sur Europe 1.